Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'entrée de jeu, je veux, encore une fois, remercier le ministre des Finances pour la décision qu'il a annoncée en conclusion du discours sur le budget, c'est-à-dire de mettre fin aux pénalités qui étaient imposées aux aînés invalides à l'âge de 65 ans. Décision qui va se concrétiser le 1er janvier 2025. C'était la bonne chose à faire. Ça répondait exactement au projet de loi que j'avais déposé en novembre dernier. Alors, encore une fois, merci pour les personnes aînées invalides de 65 ans et plus. Et je lance un petit défi au gouvernement. Nous sommes en session parlementaire jusqu'au 7 juin. Il y a des ajustements législatifs à apporter pour que cette décision puisse entrer en vigueur. Pourquoi ne pas les adopter d'ici le 7 juin pour une entrée en vigueur plus tôt? Au 1er juillet plutôt qu'au 1er janvier, ce serait encore mieux. Mais merci pour cette décision. C'était la bonne chose à faire. Je vais vous parler des ressources intermédiaires, Madame la Présidente, parce que j'ai été étonnée de ne voir aucune mesure pour les ressources intermédiaires dans le budget 24-25 qui a été déposé la semaine dernière. Elles sont de plus en plus nombreuses à avoir du mal à joindre les deux bouts. Elles ont fait officiellement une demande de rouverture de l'entente qui les régit. C'est une entente qui durait de 2020 à 2025. On comprend que le contexte a beaucoup changé depuis la signature de ces ententes. Et puis les ressources intermédiaires, il faut savoir que c'est une ressource d'hébergement pour les personnes aînées en perte d'autonomie et aussi pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou même de toxicomanie. Et parfois, à ces problématiques s'ajoutent l'âge et les complications qui peuvent venir avec. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant la page A23 de la stratégie de gestion des dépenses, l'entente qui régit les ressources intermédiaires n'est pas venue à échéance le 31 mars 2023, comme c'est indiqué pour d'autres ressources. Alors, cette entente va courir jusqu'en 2025, à moins que le gouvernement l'ouvre. Les demandes d'aide d'urgence de l'ARIC, l'association qui regroupe les ressources intermédiaires, n'ont pas été entendues. Et c'est d'autant plus étonnant quand on lit en page B21 du plan budgétaire que, et je cite, « Le gouvernement vise à ce que les personnes en CHSLD ou encore prises en charge par une ressource intermédiaire ou de type familial aient accès à des soins et à des services répondant à leurs besoins et respectant des normes exigeantes de qualité. » Alors, quant à moi, ce budget, Madame la Présidente, est une occasion manquée, pas seulement de sauver la mise dans les ressources intermédiaires, mais aussi pour relancer la construction de nouvelles places en ressources intermédiaires. En octobre dernier, je posais une question en cette Chambre à propos des appels d'offres qui n'avaient pas été répondus, aucune soumission pour développer de nouvelles places en ressources intermédiaires, en raison de la hausse des coûts de construction, mais aussi parce que le modèle d'exploitation n'est pas viable aux yeux de ceux qui financent. Les institutions financières qui avaient l'habitude de financer la construction de nouvelles ressources intermédiaires ne veulent plus le faire parce que le modèle d'exploitation ne marche plus pour le contexte de 2024. Est-ce que ça veut dire zéro soumission aux appels d'offres l'automne dernier? Concrètement, ça veut dire que dans 3 ans, parce que ça prend 3 ans entre le moment où une soumission est acceptée et le moment où un premier résident entre dans la ressource, ça veut dire qu'à l'automne 2026, il y aura 0 nouvelle place en ressources intermédiaires. Même chose l'année suivante et même chose la 3e année après la fin de l'entente qui doit se terminer en 2025, à moins que le gouvernement décide d'ouvrir cette entente ou d'offrir une aide d'urgence aux ressources intermédiaires pour pouvoir construire de nouvelles places. Et la situation fait en sorte que si on n'ouvre pas cette entente-là pour offrir des conditions qui vont permettre de développer de nouvelles places, alors cette situation-là fait en sorte qu'on fait des économies de bout de chandelle parce que certains CIS sont obligés, devant l'urgence de créer des places, d'accorder des contrats de gré à gré pour construire
des places en ressources intermédiaires hors entente. Alors, si on veut que les soins et les services soient là à hauteur de nos aspirations pour les personnes qui sont hébergées en ressources intermédiaires, bien, il faut s'assurer que ça se fasse dans le cadre de l'entente et que toutes les ressources puissent offrir des soins de même qualité à tous leurs résidents. J'espère vraiment que les ressources intermédiaires ne vont pas prendre le même chemin que des centaines de RPA ces 5 dernières années, c'est-à-dire le chemin de la fermeture. Parce que c'est plus de 19 000 personnes actuellement qui sont hébergées dans les ressources intermédiaires et elles doivent être dans un milieu de vie qui répond à leurs besoins. On ne peut pas juste les changer de place, c'est impossible dans bien des cas. Et on entend que certaines RPA, c'est pas nouveau, là, depuis quelque temps, certaines RPA, on les accompagne pour qu'elles deviennent des ressources intermédiaires. Alors, il faudrait qu'on s'assure qu'elles vont pouvoir offrir les services et répondre à toutes les normes qu'on impose aux ressources intermédiaires. Alors, à ce chapitre-là, Madame la Présidente, je déposerai immédiatement la motion de grief. Donc, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour avoir présenté un budget qui laisse tomber les ressources intermédiaires du Québec, qui héberge les personnes les plus vulnérables de notre société, en omettant de les financer adéquatement dans le contexte de 2024. Et je poursuis avec le soutien à domicile, qui est on ne peut plus important. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de divergence entre mon opinion et celle de la ministre responsable des aînés là-dessus. Le soutien à domicile est absolument important. Et on y met effectivement plus d'argent cette année, 116,2 millions par année pour atteindre les 581 millions sur 5 ans. Mais le gouvernement reste muet sur la réponse qu'il entend donner aux recommandations de la commissaire à la santé et au bien-être qui vient de passer 2 ans à la demande du gouvernement pour faire une évaluation de la performance du soutien à domicile, surtout dans le contexte du vieillissement de la population. Le système est peu performant, inutilement complexe et soutenu par des programmes définis. Ce sont les mots de la commissaire en page 9 du tome 4. On ne répond qu'à 10,2 % des besoins. Plus de 20 000 personnes attendent un premier service. Les orientations et les recommandations de la commissaire offrent quand même une feuille de route intéressante. Alors, je reconnais qu'il y a des actions qui sont prises, mais j'aimerais voir le plan d'ensemble, la vision pour nous amener là où on veut aller pour les personnes aînées et le soutien à domicile au Québec. Et je vais terminer, Madame la Présidente, en parlant du conventionnement des CHSLD privés. Alors, je le rappelle, la ministre l'a rappelé aussi, en 2021, on voulait l'harmonisation de l'offre de soins et services en CHSLD publics et privés, après ce qui est arrivé durant la pandémie. Alors, cette harmonisation était à l'origine du projet de conventionnement des établissements privés. Il y a 13 CHSLD privés qui ont été conventionnés à ce jour, mais je ne m'explique toujours pas pourquoi le gouvernement a négocié à la pièce avec chacun d'entre eux. Ce que les établissements soulèvent aujourd'hui, c'est que dans les maisons des aînés, il y a plus de 5 heures en moyenne, plus de 5 heures de soins qui sont financés par usager en moyenne. Dans les CHSLD publics, c'est très semblable, c'est 4,8 heures. Dans les CHSLD privés conventionnés de longue date, 4,2 heures. Et dans les CHSLD en voie d'être conventionnés, une évaluation approximative de 4 heures, et je dis évaluation approximative parce que cette analyse a été faite par la EPC et les ententes des nouveaux conventionnés sont confidentielles. Ma question, comment voulez-vous harmoniser l'offre de soins et services sans harmoniser aussi les heures soins financées? L'objectif, c'est vraiment, à l'origine, d'harmoniser l'offre de soins et services en CHSLD publics et privés. Alors, pourquoi on ne s'assure pas que dans chaque
établissements privés conventionnés ou bien publics ou les nouveaux privés conventionnés, pourquoi on ne s'assure pas d'avoir, en moyenne, par usager, le même nombre d'heures soins-services? Je comprends qu'en maison des aînés, c'est différent à cause de l'aménagement. On a besoin de plus de personnes, peut-être. Mais les soins-services, les heures services de soins, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas la même chose partout. Et là, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très gentil, mais ce n'est pas de l'harmonisation. Tant qu'on n'a pas la même chose en moyenne par usager dans chacun des établissements, bien, ce n'est pas de l'harmonisation, c'est du conventionnement à rabais. Et je suis certaine que ce n'est pas ça l'objectif. Alors, j'aimerais ça que ce soit regardé et s'assurer que les CHSLD privés conventionnés, autant ceux qui sont là depuis longtemps que les nouveaux, s'assurer de leur donner tous les moyens pour qu'ils soient capables d'offrir le même niveau de soins qu'on souhaite pour tous les aînés, quel que soit le milieu dans lequel ils se retrouvent. Alors, sur ce, Madame la Présidente, je vous remercie. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité. Merci beaucoup, Madame